Notre monde est en constante évolution. L'humanité avance, innove toujours et élargit ses horizons. Alors que certaines villes se développent à un rythme rapide, d'autres finissent par être laissées pour compte, devenant de simples vestiges d'un passé qui n'existe plus. Des lieux autrefois pleins de vie et de mouvement reposent désormais en silence, livrés à l'action du temps et de la nature. Dans cette vidéo, je vous invite à embarquer pour un voyage fascinant à travers des villes, des îles et des structures abandonnées disséminées aux quatre coins de la planète. Préparez-vous à explorer des décors mystérieux et chargés d'histoire, où le passé résonne encore dans chaque ruine. Profitez de la balade. Shanxi. La ville inhabitée de Shanxi est située près de la capitale de Taïwan. Cette ville a été fondée au milieu des années 1970 et était destinée à être un lieu de villégiature pour le personnel militaire américain sur l'île, ainsi que pour les personnes influentes et les investisseurs chinois. La conception des bâtiments était vraiment intéressante et accrocheuse, et la plupart d'entre eux avaient une apparence futuriste, semblable à des soucoupes volantes. Toutes les unités appartenaient au magnate de la construction taïwanaise Yuko Shu, et sa conception sont l'œuvre de l'architecte finlandais Matti Suuronen. L'idée d'un nouveau complexe résidentiel dans un endroit pittoresque semblait très attrayante pour les investisseurs. Cependant, toute la construction ambitieuse s'est arrêtée 2 ans après son début. Commencé, et puis Yuko Shu a déclaré son entreprise en faillite. On pense que lors de la construction du complexe, des phénomènes paranormaux ont commencé à se produire, comme si des forces supérieures s'opposaient à la création de la station balnéaire à cet endroit. Ces rumeurs ne sont pas sorties de nulle part. Pendant la construction, de nombreux ouvriers sont morts, et en conséquence, les gens ont commencé à refuser de collaborer avec l'entreprise de Yuko Shu. Étonnamment, dans les années 1980, la construction a repris et Shanxi a été officiellement inaugurée. Il semblait que la station deviendrait un jour une destination populaire et prospère. Mais comme on dit, le destin ne peut pas être changé. Malheureusement, les propriétés de Shanxi n'ont jamais trouvé d'acheteur et le projet a été définitivement annulé. En 1997, près de la préfecture japonaise de Yamanashi, un parc d'attractions appelé Gulliver's Kingdom a ouvert ses portes. Un emplacement pittoresque avec vue sur le volcan actif Fuji a été choisi pour sa construction. Le parc faisait partie d'un programme gouvernemental spécial visant à améliorer l'économie du pays. Leur objectif était d'attirer d'innombrables visiteurs avec un design créatif et la proximité du mont Fuji qui reçoit plus de 20 millions de touristes chaque année. Cependant, le parc n'est resté ouvert que 4 ans avant de fermer. La raison de l'échec du royaume de Gulliver reste inconnue. Beaucoup pensent que les touristes et les locaux évitèrent le parc en raison de 2 attractions dérangeantes à proximité. Le tristement célèbre bosquet d'Aokigahara et le village de Guiju, qui abritait autrefois le siège d'une secte japonaise et un centre de production de gaz neurotoxiques. Aujourd'hui, le parc est un lieu abandonné qui n'attire que les touristes intéressés par l'exploration de lieux inhabités. La ville fantôme d'Australie. Tout au long de l'histoire de l'humanité, d'innombrables villes ont été construites et beaucoup d'entre elles ont réussi à survivre pendant des siècles, tandis que certaines ont survécu jusqu'à nos jours. Mais sur notre planète, des villes ont également été fondées, qui ont connu une croissance rapide et ont été abandonnées tout aussi rapidement. Beaucoup de ces lieux se trouvent en Chine et au Japon, par exemple les célèbres villes fantômes d'Ordos, Tianducheng, Hashima, Kangbashi, entre autres. Cependant, d'autres pays ont également leurs propres sites abandonnés. Cette photographie montre une ville fantôme en Australie. En la regardant, on pourrait penser que cette ville s'est enfoncée sous terre, ou qu'il s'agissait d'un objet mystérieux caché sous les sables du désert, exposé en raison des conditions météorologiques. Malheureusement, il n'est pas possible de dire avec certitude ce qu'est la ville, à quoi elle a servi et pourquoi elle a été abandonnée. Nous ne pouvons donc que spéculer à ce sujet. L'une des villes abandonnées les plus célèbres au monde est probablement Pripyat, située dans la région de Kiev, en Ukraine. Les habitants de cette ville ne voulaient pas l'abandonner, mais ont été contraints de le faire en raison de la gravité de l'accident survenu le 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui a provoqué l'une des plus grandes catastrophes technologiques de l'histoire de l'humanité. Une fois l'ampleur de ce qui s'était passé comprise, tous les habitants de Pripyat ont été évacués. Pripyat était une ville jeune, prometteuse et en pleine croissance. La ville a été fondée en 1970. En 1986, sa population avait atteint 47 500 personnes et au cours des dernières années avant l'accident, la population augmentait de plus de 1500 personnes chaque année.
La ville avait tout ce qu'il fallait pour une vie confortable, avec 15 jardins d'enfants pouvant accueillir près de 5000 enfants, 5 écoles pour 6800 élèves et une école technique. Il y avait également 3 cliniques et un centre de santé, ainsi que des magasins, des restaurants, des cinémas, un parc d'attractions et plus encore. Mais aujourd'hui, Pripyat reste déserte et ses rues sont parfois visitées par des touristes désireux de découvrir l'atmosphère mélancolique d'une ville abandonnée. Fort Monsell. Près de l'embouchure de la Tamise dans la mer du Nord se trouvent d'étranges structures abandonnées. La plupart des touristes ignorent son utilité, mais les locaux savent que pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort a joué un rôle clé en tant que fortification défensive. Le fort a été construit en 1942 par l'ingénieur Guy Maunsell et se composait de 7 tours en béton armées soutenues par des pontons flottants. Dans la tour centrale se trouvait un radar et des appareils, 5 tours de contrôle de tir qui étaient armés de canons anti-aériens de 94 mm, tandis qu'une 6e avait 2 canons de 40 mm. La 7e tour, séparée des autres, était équipée d'un puissant projecteur pour éclairer les cibles. Les tours avaient 7 étages, avec des logements pour la garnison dans 4 d'entre eux, tandis que les autres contenaient des générateurs, du carburant, de l'eau potable, munitions et fournitures. Les plans de Maunsell, dont 2 existent encore aujourd'hui. Les autres furent démantelés dans les années 1950, mais durant leur brève existence, ils jouèrent un rôle crucial dans la défense du Royaume-Uni contre les attaques de la Luftwaffe. Île de Ross. Dans la partie orientale de l'océan Indien, dans l'archipel d'Andaman, se trouve l'île de Ross, complètement abandonnée, mais avec une histoire riche et intéressante. La colonisation des îles européennes a commencé au XVIIIe siècle, lorsque les explorateurs britanniques ont découvert les îles Andaman. Ils s'installèrent d'abord sur l'île d'Andaman du Sud, puis sur d'autres îles de l'archipel, dont l'île de Ross. Des décennies plus tard, le lieutenant Archibald Blair a décidé que cette île isolée pourrait être un endroit idéal pour une colonie pénitentiaire. Cependant, les premières tentatives pour la peupler avec les prisonniers ont échoué, car ils ont tous contracté le paludisme et sont morts. Malgré cet échec, en 1857, lorsque les îles Andaman passèrent sous la juridiction directe de la couronne britannique, l'île de Ross devint un lieu de détention pour les prisonniers politiques. Les locaux appelaient l'île Aguas Negras, en raison des conditions inhumaines dans lesquelles vivaient les prisonniers, tandis que les Européens la surnommaient le Paris de l'Est. De nombreux officiers britanniques rêvaient de s'y installer avec leurs familles. L'île de Ross a commencé à se transformer avec la construction de maisons de luxe, avec piscines, écoles et hôpitaux. Pendant ce temps, les prisonniers défrichèrent des forêts et construisaient des structures dans des conditions de chaleur extrême et de forte humidité. Ils ont également dû faire face aux attaques des tribus locales. Aujourd'hui, l'île est complètement abandonnée en raison d'un fort tremblement de terre en 1941 et de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Village de Hotuan. Le village chinois de Hotuan est situé sur l'une des îles de l'archipel de Shaanxi, à l'embouchure de la rivière Yangtze. Le village est un lieu qui attire les touristes intéressés par une atmosphère magique, où la civilisation se mêle à la nature sauvage. Les habitants ont abandonné cette colonie il y a plus de 30 ans, et aujourd'hui, tous les bâtiments sont recouverts de végétation. Hotuan a été fondée dans les années 1980 au XXe siècle. À son apogée, elle comptait 2000 habitants. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard, car les habitants étaient des pêcheurs et la zone était pleine de poissons. Le village prospéra et un petit port pour les bateaux de pêche et de marchandises fut construit, ce qui facilita le commerce du poisson. Mais au début des années 1990, les prix diminuèrent considérablement et le prix du poisson sur les marchés de Shanghai baissa également. Pour cette raison, la pêche est devenue non rentable et les habitants ont commencé à abandonner le village et finalement la population a été réduite à 30 personnes et les autorités chinoises ont décidé de fermer les routes d'accès. Les derniers habitants, complètement isolés, quittèrent également les lieux. Ce village animé est devenu un lieu abandonné, où les bâtiments sont peu à peu envahis par la nature sauvage. Île du château de Bannerman. L'attraction principale de l'île inhabitée de Polopel, située dans la rivière Hudson dans l'État de New York, sont les ruines du château de Bannerman. L'histoire de cette construction commence en 1900, lorsque le marchand de matériel militaire, Francis Bannerman, achète l'île, Polopel. Il a utilisé ce terrain comme entrepôt pour son entreprise en pleine croissance. Bannerman avait déjà un entrepôt à New York, mais ce n'était pas suffisant. Puis, en 1900, il entreprit la construction d'un arsenal sur l'île.
En plus des bâtiments de stockage des surplus militaires, Bannerman a décidé de construire sa propre résidence, qui est devenue le château de Bannerman. L'activité de Bannerman a continué de croître, tout comme le nombre d'entrepôts sur l'île Polpel. La construction du complexe ne s'est arrêtée qu'après la mort de Bannerman. En août 1920, une explosion dans l'une des installations détruisit une grande partie du complexe. Après la mort de Bannerman et l'explosion, les ventes de surplus militaires ont considérablement diminué. Finalement, une violente tempête en 1950 marque la fin de l'arsenal. Les ruines du château de Bannerman appartiennent actuellement au parc, loisirs et conservation historique de l'État de New York. Depuis 2004, l'île est ouverte aux visites guidées. Château de Miranda. Dans les années 1860, la famille du comte belge Lee de Kerck-Beaufort chargea l'architecte anglais Edward Milner de construire un nouveau château. Le comte possédait déjà une forteresse ancestrale, le château de Vèves, mais celui-ci avait été construit au XIIIe siècle. Inspiré par l'architecture néo-gothique, Beaufort souhaitait un château moderne et commença la construction du château de Miranda en 1866, qui dura 9 ans. Cependant, pendant la construction, Edward Milner décède et le comte doit engager un autre architecte pour terminer le projet. Finalement, un architecte français prit l'initiative et acheva le château, dont la principale caractéristique était une tour centrale de 56 mètres de haut, avec un bouclier et une horloge. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château fut occupé par les troupes allemandes, tandis que la famille du comte se réfugia dans son ancien fief. Après la guerre, le château fut loué au ministère belge des Transports et fut utilisé comme camp d'été pour enfants. Dans les années 1970, le ministère a tenté de restituer le château à ses anciens propriétaires, mais ceux-ci ont refusé. Dans les années 90, des investisseurs ont été approchés pour transformer le château en hôtel de luxe, mais personne n'a accepté le projet. Finalement, le gouvernement belge a décidé de démolir le château de Miranda, maison en forme de dôme. En 1982, sur la côte du golfe du Mexique, dans l'État américain de Floride, 6 structures futuristes en forme de dôme ont été construites. Son propriétaire était Bob Lee, un potier à la retraite. Cette maison particulière était composée de 6 bâtiments en béton robustes et interconnectés. La superficie totale de la maison était de 220 mètres carrés et comprenait 3 chambres et 3 salles de bain. Bob Lee a personnellement supervisé la construction de sa maison et à cet effet, il a acheté une barge pour transporter les matériaux de construction. Il est intéressant de noter qu'avant de construire la maison de Cape Romano, Lee a créé une réplique exacte sur la terre ferme à Gatlinburg, dans le Tennessee. Contrairement à l'original, cette réplique existe encore aujourd'hui. Il avait initialement prévu de construire la maison comme résidence côtière pour lui et sa famille, mais pour des raisons inconnues, il a décidé de la vendre en 1984. Des années plus tard, les nouveaux propriétaires rencontrèrent des difficultés financières et la maison revint à la famille Lee. En 1992, l'ouragan Andrew frappa l'île. Bien que la structure ait résisté à la tempête, elle n'était plus habitable. John Tosto, résident de Naples. Lee a recommandé aux nouveaux propriétaires de construire un barrage, mais il a décidé de déplacer la maison ailleurs. Cependant, quelques mois plus tard, l'ouragan Wilma a laissé complètement la structure sous l'eau. Bien que la maison en forme de dôme ne soit jamais devenue une habitation pour les humains, elle est devenue un récif artificiel, abritant plusieurs espèces marines. À 30 km de la capitale de la Colombie, près d'une cascade de 137 mètres appelée Tequendama, se trouve un magnifique bâtiment abandonné, l'hôtel del Salto, entouré d'innombrables légendes mystiques. Depuis l'Antiquité, l'endroit où se trouve la cascade effraie les populations indigènes locales qui croient que des esprits venus d'au-delà y vivent. L'ancien président colombien Pedro Nelos Pina Vázquez ne partageait apparemment pas ces croyances et, dans les années 1920, il a personnellement choisi ce site pour construire un manoir dans le style d'un château français. Plus tard, le manoir a été vendu et le nouveau propriétaire a décidé de le transformer en hôtel. Il est rapidement devenu populaire parmi les personnes riches, ce qui n'est pas surprenant, car depuis ses fenêtres, vous pouvez avoir une vue fantastique sur la cascade et la nature entourant l'hôtel. L'hôtel a fonctionné pendant plusieurs décennies, mais en raison de problèmes environnementaux dans la rivière Bogota, le nombre de touristes a diminué, et dans les années 90, il a été fermé. L'hôtel serait habité par de nombreux fantômes, et selon les habitants, la fermeture n'était pas due à des problèmes environnementaux, mais à ces phénomènes surnaturels. De plus, certains résidents affirment que de nombreux meurtres ont eu lieu dans l'immeuble, bien qu'il n'existe aucune preuve officielle de cela. Commune de Cracow.
Dans le sud de l'Italie, à 50 km de Matera, sur une falaise de 400 mètres de haut se trouve la commune abandonnée de Craco. L'histoire de cette ville fantôme a commencé au VIe siècle avant J.C., lorsque les anciens Grecs ont construit une forteresse sur la falaise et y ont vécu pendant un certain temps. Plus tard, le lieu resta inhabité jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ, lorsque les premiers colons arrivèrent. Le village de Craco ne s'est pas beaucoup développé en raison des tremblements de terre fréquents et des attaques des envahisseurs. Mais tout changea en 1040, lorsqu'un Français décida de construire un grand château sur la falaise, avec une tour, de petites meurtrières rectangulaires et de hauts murs. À la fin du XIe siècle, le château et les terres environnantes deviennent la propriété de l'archevêque Arnaldo di Tricarico, et au XIIe siècle, Craco fut conquise par l'armée du duc des Pouilles Roger II. Peu de temps après, le territoire fut gouverné par Herberto qui transforma la ville avec de nombreuses maisons et autres bâtiments. La commune était quelque peu limitée en raison de sa situation sur la falaise et de son terrain rocheux, ce qui empêchait l'agriculture. Pour cette raison, Craco est restée une petite ville avec une population d'au plus 2000 personnes. Peut-être que ses habitants auraient continué à y vivre jusqu'à aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un fort tremblement de terre en 1963 qui a détruit la plupart des bâtiments et a forcé les habitants à évacuer vers une petite communauté voisine appelée Craco. Pêche. Villa Epecuén. C'était un village touristique populaire situé sur les rives du lac salé d'Epecuén en Argentine, mais il est maintenant connu sous le nom d'Atlantida Argentina. Le spa a été construit dans les années. Le grand nombre de visiteurs était dû aux propriétés curatives de l'eau du lac, comparée à celle de la mer Morte. Dans les années 1960, la Villa Epecuén attirait plus de 25 000 touristes par an, et des hôtels de luxe ont commencé à être construits, faisant de l'endroit une destination populaire pour les acteurs d'Hollywood et les riches hommes d'affaires. La Villa Epecuén a atteint son apogée de splendeur dans les années 1970 et les propriétaires d'hôtels recevaient beaucoup d'argent et payèrent donc bien les travailleurs locaux. À cette époque, le village avait le niveau de vie le plus élevé de toute l'Argentine. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le changement climatique en Amérique du Sud a provoqué des pluies constantes dans le village. Pendant 10 ans, les fortes pluies ont dépassé à plusieurs reprises les niveaux normaux et par conséquent, le lac Epecuén a débordé. Le barrage n'a pas pu gérer le volume d'eau et s'est effondré, ce qui a provoqué l'inondation presque totale de la station. C'est pour cette raison que le village a été surnommé l'Atlantide Argentine. Les précipitations ne sont revenues à la normale qu'après 2008, et aujourd'hui certains touristes reviennent admirer les bâtiments abandonnés émergeant de l'eau. Château de Dundas. À Roscoe, dans l'État de New York, se trouve l'impressionnant château de Dundas, aujourd'hui abandonné. L'histoire de ce bâtiment commence au début des années 1980, lorsque l'architecte Bradford Lee Gilbert décide de construire une maison d'été pour sa famille. La conception du bâtiment s'inspire des châteaux écossais, car la femme de Gilbert était originaire d'Écosse. Après la mort de l'architecte, le manoir fut mis en vente. En 1915, Ralph Dundas devient son nouveau propriétaire et décide de reconstruire entièrement la maison et de la transformer en un château de contes de fées. Dundas entreprit un ambitieux projet de construction, mais mourut en 1921 avant que le château ne soit achevé. Le château passa ensuite entre les mains de sa fille Muriel, qui termina les travaux mais se maria peu après et s'installa en Angleterre. En conséquence, le château est resté inhabité et dans les années 1950, il a été acquis par les francs-maçons locaux, mais il n'a jamais été habité. Le château de Dundas. Selon l'un d'eux, le fantôme de la femme de Dundas habite le manoir. D'autres personnes disent que les nuits de pleine lune, les 3 étangs en forme de cœur sont remplis de sang. Dans tous les cas, le château est considéré comme maudit car il n'a jamais eu de résident permanent. Ville fantôme de Bodie. L'histoire de Bodie, une ville située en Californie, a commencé en 1859, lorsqu'un prospecteur nommé William Bodie a découvert un important gisement d'or à 20 km du lac Mono. La même année, Bodie meurt lors d'une violente tempête de neige, et 2 ans plus tard, ses proches décident de fonder une ville à cet endroit et de la nommer en son honneur. En 1876, un autre gisement d'or fut découvert près de Bodie, et la ville commença à croître rapidement. En seulement 4 ans, la population est passée de 30 à 10 000 personnes. 65 bars ont été ouverts, des brasseries, une imprimerie, une église, des temples et une gare. Bodie est devenue une colonie prospère,
mais aussi l'une des plus dangereuses de la région, avec des crimes fréquents, y compris des meurtres. Au fil du temps, l'exploitation de l'or a considérablement diminué et les habitants ont commencé à chercher d'autres gisements, quittant la ville. En 1900, la population était tombée à 1000 habitants et en 1917, le chemin de fer menant à la ville fut démantelé. Bien que la ville ait perdu ses résidents permanents, les mines ont continué à fonctionner jusqu'aux années 1960. Aujourd'hui, cette ville fantôme est une destination touristique populaire. La forêt flottante de Homebush Bay. Principale attraction de Homebush. La baie près de Sydney, en Australie, abrite ce qu'on appelle la forêt flottante. Il s'agit d'un ancien navire de ravitaillement militaire, le SS Irefield, qui est entièrement recouvert de végétation. Au gré du vent, le bateau oscille comme une forêt flottante dans l'air, ce qui lui vaut son nom. Le SS Irefield a été construit en Angleterre en 1911 et a servi pendant la Seconde Guerre mondiale comme navire de ravitaillement pour les forces armées américaines dans le Pacifique. En 1972, il fut retiré du service, mais non démoli comme beaucoup d'autres navires construits au début du XXe siècle. Abandonné dans la baie de Homebush, il commença à rouiller et à se détériorer au fil du temps, tandis que des mangroves poussaient à l'intérieur, recouvrant ses vestiges d'une forêt luxuriante. Il est intéressant de noter qu'il y a plusieurs navires anciens à proximité, mais aucun d'entre eux n'a été transformé en forêt flottante. L'île abandonnée de Poveglia. Il existe probablement des villes ou des îles abandonnées dans chaque pays, et l'Italie ne fait pas exception. Dans la lagune vénitienne, à 600 mètres de la plage, se trouve l'île abandonnée de Poveglia. Cet endroit est considéré comme l'un des plus terrifiants et mystérieux d'Italie, et pour cette raison, il attire de nombreux touristes. Selon les légendes, l'île est habitée par un grand nombre de fantômes. Ces histoires ne sont pas sorties de nulle part, car Poveglia a été témoin de la mort d'un grand nombre de personnes. Les événements sombres sur l'île ont commencé au Moyen Âge, pendant l'épidémie de peste, lorsque l'île a été désignée comme zone de quarantaine. Des milliers de personnes infectées y étaient emmenées quotidiennement et selon les récits, plus de 160 000 Italiens sont morts sur l'île. Étant donné le nombre de décès, il n'est pas surprenant que l'île soit devenue un refuge pour les esprits. Cependant, les événements entourant la peste ne sont pas la seule partie effrayante de son histoire. En 1922, un hôpital psychiatrique a été ouvert sur l'île. Son médecin en chef était connu pour sa cruauté et les visiteurs affirment que des cris et des pleurs terrifiants peuvent être entendus sur l'île. Bien qu'il n'y ait plus d'habitants à cet endroit depuis longtemps, certains prétendent également avoir vu des fantômes qui les hantent, les avertissant de quitter l'île avant qu'il ne soit trop tard. L'île aux poupées. Située près de Mexico, l'île des Poupées est considérée comme l'un des endroits les plus terrifiants au monde. Être sur cette île est vraiment effrayant, car ses arbres sont remplis de milliers de poupées. Les visiteurs déclarent ressentir de la peur, de l'anxiété et un fort désir de quitter le site le plus rapidement possible. Mais comment tant de poupées se sont-elles retrouvées sur l'île et pourquoi a-t-elle autant d'énergie négative? Selon la légende, l'île était inhabitée jusqu'aux années 1950, lorsqu'un jeune ermite nommé Julian Santana Barrera décida de s'y installer. Là, il vécut paisiblement pendant plus d'1 an, jusqu'à ce qu'il entende les cris d'une fille venant du canal. Julian a essayé de la sauver, mais il n'est pas arrivé à temps et la fille s'est noyée. Seule sa poupée est restée sur la plage, et Julian l'a accrochée à un arbre en souvenir. Depuis lors, l'esprit de la fille a commencé à lui rendre visite pour lui demander de nouvelles poupées. Julian a essayé de calmer l'esprit en apportant de plus en plus de poupées, mais ce n'était pas suffisant et le fantôme continuait d'apparaître. Au fil du temps, Julian a perdu la tête et a commencé à défigurer les poupées dans l'espoir de chasser l'esprit, mais en vain. Aujourd'hui, l'île est une destination populaire pour les touristes à la recherche d'une expérience terrifiante. Fordlandia. L'histoire de cette colonie particulière appelée Fordlandia a commencé dans les années 2020, lorsque le propriétaire de l'usine automobile Henry Ford a essayé de trouver de nouvelles façons d'obtenir du caoutchouc. Au départ, il avait prévu de produire du caoutchouc en Amérique centrale, mais le gouverneur de l'État brésilien du Pará a cédé à la société une vaste étendue de plus de 10 000 km². En 1926, la construction de Fordlandia a commencé. Selon la vision d'Henry Ford, cet endroit deviendrait une ville modèle pour les travailleurs dédiés à la production de caoutchouc. La ville fut achevée et habitée par ses premiers habitants en 1928.
À cette époque, Fordlandia disposait déjà d'écoles, d'hôpitaux, de terrains de jeux, de magasins et même d'un terrain de golf. En 1930, la population de la ville était de 10 000 personnes et la ville commença à croître rapidement, mais les règles strictes imposées jouèrent contre eux. Fordlandia serait un modèle pour la colonisation américaine. Il était interdit aux habitants locaux de manger des plats typiquement brésiliens, de fumer du tabac, de boire de l'alcool ou de fréquenter des femmes de réputation douteuse. Ces règles étaient strictement contrôlées, mais les travailleurs étaient mécontents de ces restrictions et cela provoqua bientôt une révolte contre les autorités. Ils ont assoupli certaines interdictions, mais cela n'a pas résolu le problème. Et en 1934, la plupart de la population avait quitté Fordlandia, et le projet a fini par devenir un échec financier pour Henry Ford. En 1945, son petit-fils vendit le terrain au gouvernement brésilien. Palais de Whitley Tribunal. Le palais de style italien en ruine de Whitley Tribunal, situé à Great Whitley, est une attraction insolite du comté anglais du Worcestershire. Le manoir fut construit pour la famille du baron Foley au XVIIe siècle, d'après les plans de l'architecte britannique John Nash. Chaque détail, de la façade à l'intérieur en passant par le mobilier, reflétait le luxe de ce bâtiment. Au XIXe siècle, le manoir fut vendu au comte de Dudley qui décida d'effectuer d'importants travaux de rénovation, et pour cela il engagea l'architecte Samuel Dawkes. Le résultat fut que le manoir devint l'un des plus grands palais de l'Angleterre victorienne et édouardienne. Malheureusement, à la fin de la Première Guerre mondiale, la famille Dudley se retrouve dans une situation financière difficile, ce qui les oblige à vendre la maison à un prix très bas. Le propriétaire était un fabricant de tapis de Kidderminster. Cependant, le manoir n'est pas non plus devenu pour lui une résidence permanente. En 1937, un incendie majeur endommagea gravement la structure et la propriété fut à nouveau vendue à un prix réduit, la plupart des meubles et objets de valeur étant volés. Les restes de Whitley ont finalement été retrouvés. Le tribunal et ses jardins ont été remis au ministère de l'Environnement et une restauration complète a été effectuée depuis. Restaurer l'aspect extérieur de ce magnifique bâtiment. Colmanscope abandonné. La ville de Colmanscope, située dans le désert du Namibe, a été fondée en 1908. L'histoire de ce lieu a commencé lorsqu'un cheminot allemand a trouvé de petits diamants dans le sable lors de la construction du chemin de fer de Lüderitz. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les minéralogistes et les ingénieurs des mines, déclenchant une folie minière illégale. Le ministre allemand Bernhard Dernburg a pris des mesures pour contrôler l'exploitation forestière illégale. Sur ses ordres, il a construit 2 villes près de la voie ferrée, Colmanscope et Elizabeth Bay, où se trouvaient les mines. Le nom Colmanscope vient de la colline Coleman. L'exploitation minière de diamants s'est rapidement développée, tout comme la ville. En quelques années, Colmanscope est devenue une ville modèle du désert allemand. Il est intéressant de noter que le premier tramway urbain d'Afrique a été construit là-bas. Cependant, vivre dans le désert n'était pas facile. Les tempêtes de sable étaient fréquentes et l'eau potable devait être transportée depuis Lüderitz. Malgré tout, la principale raison de l'abandon de Colmanscope fut l'épuisement des diamants. En 1926, un nouveau site a été découvert près de la rivière Orange et les habitants de Colmanscope ont commencé à se déplacer vers le nouveau site. En 1956, la ville était complètement déserte et recouverte de sable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Votre soutien est très important pour nous. Merci de votre attention et à bientôt.